Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19, ce thème annoncé par l'ONU Femmes célèbre les incroyables efforts déployés par les femmes et les filles du monde entier pour façonner un futur égalitaire suite à la pandémie de la Covid-19. Mais à quelle échelle se calcule leur implication et comment faire progresser le leadership des femmes pendant et après la Covid-19? Vous trouverez des éléments de réponse dans un reportage que vous proposera la rédaction de Paroles des femmes. Ministre d'État en charge du genre, famille et enfants, Béatrice Loméa est une militante active des droits des femmes. Inlassable, son passage remarquable au sein de la société civile lui a permis de mieux cerner les questions de justice sociale et d'égalité des sexes. Son défi majeur est d'intégrer l'aspect genre dans tous les secteurs de la vie nationale pour un développement intégral de la République démocratique du Congo. Elle nous en parlera dans la rubrique Rencontre. Et pour terminer, nous respecterons notre tradition en ouvrant comme à l'accoutumée le portail de l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de Paroles des femmes. Ce soir, nous parlerons femmes, bien entendu, mais plus encore de la Journée internationale de la femme, du leadership féminin d'excellence, de la société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19. Ce sera donc en compagnie de Béatrice Loméa, ministre d'État, ministre chargée du genre, famille et enfants. Ce sera tout à l'heure, juste après ce reportage. Regardez. Les femmes du monde entier revendiquent et méritent un avenir égalitaire, libre des préjugés, des stéréotypes et des violences, un avenir durable et pacifique avec les mêmes droits et des chances égales pour toutes et tous. Pour y parvenir, le monde entier requiert la présence des femmes dans toutes les prises de décision. En cette année 2021, le thème de la Journée internationale des femmes est leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Un thème qui célèbre les efforts considérables déployés par les femmes et les filles partout dans le monde pour façonner un futur et une relance plus égalitaire suite à la pandémie de Covid-19 et en même temps met en lumière les lacunes à combler. La participation pleine et effective des femmes et leur accès aux fonctions de direction dans tous les domaines de la vie favorise le progrès pour toutes et tous. Pourtant, les femmes restent sous-représentées dans la sphère publique. Les femmes sont également au premier plan dans la lutte contre la Covid-19. En tant que travailleuses de première ligne et professionnelles de santé, en tant que scientifiques, médecins et pourvoyeuses de soins, mais elles sont pourtant 11% de moins que leurs homologues masculins à l'échelle mondiale. Il s'y est de rappeler que lorsque les femmes occupent des postes de direction, des résultats positifs y sont observés. Parmi les interventions les plus efficaces et exemplaires qui ont été menées jusqu'à présent pour lutter contre la pandémie de Covid-19, certaines l'ont été par des femmes. Et les femmes, notamment les jeunes femmes, sont à l'avant-garde des mouvements divers et inclusifs en ligne et dans la rue, visant à promouvoir la justice sociale, la lutte contre le changement climatique et l'égalité de toutes dans toutes les régions du monde. C'est pour cette raison que cette année, la Journée internationale des droits des femmes sert de cri de ralliement à la génération égalité qui réclame des actions favorisant l'avènement d'un avenir à chance égale pour tous. Merci à vous de nous rejoindre dans la deuxième partie de ce Parole des femmes consacrée, vous le savez, à la rubrique Rencontre. Et nous le disions à l'instant, ce soir, nous parlerons Journée internationale de la femme, nous parlerons également leadership féminin, société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19, et ce en compagnie de Béatrice Loméa, ministre d'État, ministre du genre, chargée bien sûr genre, famille et enfants, qui fait bien sûr l'honneur de nous recevoir dans son cabinet de travail. Bonsoir Excellence. Bonsoir, bonsoir. Merci beaucoup de nous accorder ce temps, malgré vos charges. C'est à moi de vous remercier aussi de me donner cette opportunité de passer à votre émission ce mois de mars. Comment allez-vous? Je vais bien. Je vais bien. Rappelons les faits, vous aviez été nommé en septembre 2019 dernier en tant que ministre d'État en charge du genre, famille et enfants dans le gouvernement Ilunga Ilunkamba. Quelles étaient les méthodes, les nouvelles méthodes que vous avez pu insuffler au sein de ce gouvernement?
Bien, merci Nassé pour l'opportunité que vous me donnez de parler du ministère du genre aujourd'hui. Vous l'avez rappelé, c'est depuis le 26 août 2019 que j'ai été nommé à ce poste. Et en arrivant à ce poste, bien sûr, il fallait d'abord s'imprégner de la mission du ministère. Et la mission n'est rien d'autre que la promotion et la protection des droits des femmes, s'assurer de la stabilité des familles, mais aussi la protection de l'enfant. Et donc, en arrivant, la première chose à faire, c'était de faire d'abord l'état des lieux, savoir par rapport à ces missions où est-ce qu'on en était au niveau du ministère. Et il s'est révélé finalement qu'effectivement, ce qui concerne les textes qui concerne ces trois matières, nous sommes très avancés. Il s'est posé un problème d'application. Et c'est comme ça que nous avons pris comme cheval de bataille, nous mettre à l'œuvre d'abord pour la vulgarisation de ces instruments, puisqu'il s'est avéré que notre pays avait effectivement des textes qui protégeaient, qui faisaient obligation au pouvoir public d'assurer la promotion de la femme, mais souvent l'application n'était toujours pas le cas. Il en est de même des enfants. Et donc, nous nous sommes mis dans le travail de la sensibilisation, de la vulgarisation, mais aussi il s'est avéré qu'il y avait des instruments sur lesquels il fallait travailler pour les actualiser. C'est comme ça que plus tard, nous allons d'ailleurs aborder la question de la stratégie nationale sur les violences sexuelles et celles basées sur les genres révisés, que nous avons dû revoir puisqu'il fallait l'actualiser. Et nous avons également travaillé sur un autre texte, le plan d'action national de deuxième génération de la résolution 1325. Donc, bref, ça a été un travail pour vulgariser ce qu'il y avait comme texte, mais aussi s'assurer que l'application de tous ces textes-là soit effective. Et c'était ça notre cheval de bataille. Et en presque 20 mois de fonction, quel bilan pouvez-vous dresser par rapport à ces différentes missions que vous étiez assignées dès le départ? Bien, ce bilan, c'est vrai que théoriquement, on peut parler de 20 mois, 19 mois. Il faut dire que nous avons travaillé dans un contexte complexe du fait de la pandémie, puisqu'il faut noter qu'à peine arrivé au mois de septembre, nous avons travaillé jusqu'à la fin de l'année 2019. Mais quand on a commencé l'année 2020, nous avons eu juste le temps d'organiser la célébration de la journée internationale. Et le 10 mars, c'était déjà les premiers cas de la Covid dans notre pays. Et nous sommes restés presque 5-6 mois. Donc si il faut vraiment faire la comptabilité exacte de ces 19 ou 20 mois, on n'a pu travailler que la moitié, 9 ou 10 mois. Et vous comprenez que dans ce contexte où le travail était presque paralysé puisqu'il fallait respecter tout ce qu'il y avait comme mesure pour arrêter la propagation, on a essayé de faire le minimum, mais sans oublier que ça, cette maladie, la pandémie, a eu des effets, répercussions économiques. Ce qui a fait qu'on n'avait toujours pas le budget qui était vraiment important et qui était exigé pour que nous puissions amener au bout ce travail de sensibilisation et de vulgarisation. Donc, nous avons essayé de faire le minimum, mais la pandémie nous a vraiment paralysés et c'est ça le bilan aujourd'hui. Vous l'avez tout à l'heure évoqué en passant. Avec vous à la tête de ce ministère du genre, famille et enfants, plusieurs textes légaux ont été adoptés, notamment cette fameuse stratégie nationale sur les violences sexuelles et les violences basées sur le genre. Et quelque chose qui bloque, c'est bien sûr son application, sa mise en place sur terrain. D'après vous, quelles en sont les raisons? Pourquoi est-ce que son application stagne? Bien, l'application d'abord, il faut parler de la vulgarisation, comme je l'ai dit, puisque avant que nous puissions avoir cette stratégie révisée, il y avait effectivement une autre révision. Mais il faut dire que quand on a commencé la révision, on n'avait même pas fini à vulgariser ou à faire parvenir ces documents sur l'ensemble du territoire. Donc, le premier obstacle, c'était effectivement cette vulgarisation, puisque lorsque vous faites un texte qui est destiné aux personnes qui ne sont même pas informées, il est difficile qu'ils puissent s'apprévoir du contenu puisqu'il n'y a pas eu la vulgarisation. Donc, il y a eu cet obstacle-là et par rapport à la nouvelle stratégie, à peine adoptée, bien que c'était dans un contexte difficile, nous nous sommes attelés à d'abord chercher à reproduire quelques exemplaires qu'on a pu envoyer à l'intérieur, mais maintenant que le travail a commencé, puisqu'après la levée, lorsqu'on a pu alléger ces mesures, nous avons fait en sorte que vous savez que le ministère du genre a des relais sur l'ensemble du territoire. Au niveau des provinces, vous trouvez des ministres en charge du genre, une famille, enfants et partout, et donc nous travaillons avec eux pour qu'il y ait d'abord la vulgarisation. Il faut que les gens soient informés du contenu de cette nouvelle stratégie. D'abord les femmes, les bénéficiaires de ces droits, puisque dans ces documents, il est question aujourd'hui, par exemple, d'élargir la typologie des violences basées sur le genre. Vous savez que lorsqu'on parle de ces violences, l'attention est plus focalisée sur les viols
Et nous disons que les viols est terrible puisque ça touche l'intégrité, mais il y a aussi d'autres formes graves de violences faites aux femmes. On ne parle pas assez. Il y a par exemple la violence domestique qui fait autant de victimes, il y a le harcèlement, il y a le déni d'héritage, mais dans ces documents, nous avons pu clarifier la typologie de tout ce qu'il y a comme violence sexuelle et celle basée sur les gens, mais aussi nous avons détaillé les actions qu'il faut mener pour que la communauté soit d'abord informée, que les bourreaux potentiels sachent qu'il y a un texte qui est interdit et que lorsque vous ne vous conformez pas, vous vous mettez à mal et la loi va suivre. Donc c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire maintenant, et déployer les documents à travers la République, les vulgariser et après lorsqu'on vulgarise, les gens ne suivent pas, il faudrait aussi que les collègues de la justice se mettent en branle, puisque nous le disons toujours, la question du genre, c'est une question transversale. Excellence, lors de la présentation officielle, votre présentation aux agents de ce ministère dont vous avez en charge, le ministère du Genre, Famille et Enfants, vous avez insisté sur le fait que vous aviez été nommé pour intégrer l'aspect genre dans tous les secteurs de la vie nationale. Qu'en est-il actuellement? Bien, comme je l'ai dit encore une fois, ça a été le leitmotiv de notre action. Et effectivement, il faut dire que ce travail-là s'est fait, et puisque nous avons des points focaux genre dans tous les secteurs. Par exemple, dans les ministères, tous les ministères, vous trouvez qu'il y a des points focaux genre qui veillent à ce que dans tout ce qui s'est fait dans ces ministères, l'aspect genre soit pris en compte. Nous avons effectivement commencé ce travail, mais il faut encore une fois noter que l'élan a été ralenti par cette pandémie. On y travaille de manière à ce que lorsqu'il y a par exemple les budgets, vous retrouvez des questions qui concernent les gens, pas seulement au ministère du genre. Lorsque vous allez dans d'autres secteurs, il faut absolument qu'on tienne compte de l'aspect genre et ce travail est fait puisque du point de vue de l'administration, nous avons aussi des points focaux qui sont spécialement dans tous ces secteurs pour veiller à cet et c'est important parce que nous avons dit, comme nous le disons, cet aspect doit être pris en compte dans tout ce qui s'est fait au niveau national si nous voulons voir l'avancement. C'est vrai que la lutte de la femme est rude, même si elle est sémée d'embûches. D'ailleurs, vous le dites haut et fort, la RDC ne peut pas se développer sans la participation effective de la femme. Qu'est-ce que cette femme peut apporter de plus que l'homme? Bon, pas de plus que l'homme nécessairement. Nous parlons d'une société égalitaire. Absolument. Et déjà même dans la Constitution, lorsque nous avons notre article 14 qui parle de la parité, nous disons que d'abord du point de vue de la démographie, c'est cette femme qui est majoritaire. Et vous comprenez que lorsque vous êtes dans une situation où vous avez un homme majoritaire et vous ne mettez pas à contribution dans la recherche d'une solution, vous ne pouvez pas arriver. Donc la femme est une personne humaine qui a des droits comme l'homme. Nous estimons qu'il est important que les deux soient ensemble pour faire avancer le pays. Et c'est ce qui a été effectivement consacré dans la Constitution. Donc lorsque nous disons que c'est important, nous réaffirmons la réalité pour dire que déjà, il faut considérer même dès le départ, Dieu a voulu créer l'homme et la femme. Et nous, maintenant, comme pouvoir public, nous avons consacré ça dans notre Constitution et même dans la réalité de la vie, ça se passe comme ça. Donc, nous le disons parce que nous sommes convaincus que la femme a les mêmes atouts que l'homme. Et lorsqu'ils sont ensemble pour faire avancer le pays, nous avons des résultats qui sont palpables. C'est vrai qu'elle compte 53% de la population, cette femme, avec autant de potentiel. Mais est-ce qu'elle est réellement consciente des capacités qu'elle a? Elle est consciente, elle est consciente. En tout cas, aujourd'hui, la femme est consciente. Il faut dire que de par nos traditions, il a fallu beaucoup de temps, il a fallu travailler sur nos mentalités pour que, d'abord, que les femmes elles-mêmes sortent de ces carcans, parce que de tout le temps, notre tradition a fait prévaloir le fait que la femme avait sa place seulement à la cuisine, et garder la famille, et vraiment dans les sociétés traditionnelles, faire les champs. Mais avec l'évolution de la situation, il s'est avéré effectivement que la femme pouvait aussi faire autre chose que ça. Ce n'est pas incompatible. Et donc aujourd'hui, il est un fait que la femme a pris conscience. Et en fonction de ce qu'elle donne comme le fruit de son travail, la communauté aussi accepte cette situation. Parce qu'il y a quelques décennies, ce n'était pas évident. Vous ne pouviez pas trouver autant de femmes dans tous les secteurs de la vie nationale. Mais aujourd'hui, c'est une réalité parce que cette femme, quand elle arrive là, le fait qu'elle travaille avec sa tête et son cœur, ça donne des résultats palpables et même l'homme qui est à côté accepte. Dans les années passées, c'était des problèmes dans le foyer. Les hommes ne pouvaient pas accepter que la femme laisse le foyer, aille travailler par exemple. Mais aujourd'hui, lorsque nous prenons même le contexte économique du pays, lorsque nous avons des situations difficiles, c'est grâce au travail de cette femme-là que les familles survivent. Et donc aujourd'hui, je pense que les femmes ont vraiment pris conscience.
Les hommes ont accepté aussi, mais comme c'est des choses qui sont liées à la maternité, à notre culture, ce n'est pas en un jour qu'on bouscule, c'est un processus, mais nous disons que nous sommes sur la bonne voie. Et d'ailleurs, pour matérialiser vos propos, Excellence, vous avez projeté une nouvelle stratégie pour l'autonomisation économique de la femme ici en RDC. Qu'en est-il de cette nouvelle stratégie? Les travaux sont en cours. J'ai lancé effectivement de la même manière que nous avons cette stratégie pour la lutte contre les violences sexuelles basées sur les gens. Nous avons pensé que pour l'autonomisation économique de la femme, c'est bien d'en parler comme ça, mais donner encore un contenu dans un document qui nous donne schématiquement comment nous allons procéder, c'est une bonne chose. Et donc, il y a à peine quelques semaines, j'ai lancé les travaux et les experts du ministère sont sur ce dossier qui va effectivement nous démontrer comment nous allons faire concrètement. Parce qu'au finish, l'idéal est que la femme soit économiquement forte. Lorsqu'elle est forte économiquement, elle est même à l'abri de ces violences, je l'ai dit encore hier. Et donc, les documents est en cours d'élaboration. Une fois qu'il sera finalisé, nous allons les rendre publics et procéder de la même manière que nous faisons pour la stratégie contre les violences basées sur le genre. Vous ne direz pas le contraire, Excellence. Les inégalités hommes-femmes persistent à travers le monde et encore plus ici en RDC. Que faut-il faire pour y remédier, Excellence? Ça fait partie de votre cheval de bataille. Est-ce au gouvernement de légiférer encore plus, davantage, pour voir ces inégalités disparaître? Bon, le gouvernement va légiférer parce que lorsqu'il faut améliorer les textes, il faut le faire. Mais je pense que le plus grand travail à faire, c'est vraiment continuer à sensibiliser. Parce que j'ai dit c'est un problème de maternité. Aujourd'hui, ce ne sont pas les textes qui nous font défaut. Lorsque nous disons que la loi fondamentale nous fait obligation pour qu'il y ait participation égale. Donc, ce n'est pas un problème de texte. Je pense qu'il faut plus continuer à sensibiliser d'abord pour que les mentalités qui sont en train de changer continuent dans ce sens, mais aussi petit à petit, parce que même les dirigeants hommes, il faut que finalement qu'ils acceptent totalement de mettre en pratique ce que nous prenons comme texte de manière libre. Je pense qu'il faut plus travailler sur la sensibilisation, mais les textes, lorsqu'il faut améliorer pour rendre plus concret ces mesures, on va le faire et je pense que les deux vont se compléter au même moment qu'on actualise les textes qui sont déjà bons. Il faut continuer à sensibiliser pour amener les gens à changer d'attitude, à changer de comportement et à intérioriser le fait que lorsque nous disons qu'il faut que l'homme soit avec la femme dans le travail pour faire avancer le pays, c'est pour le bien de la communauté. Absolument. Et d'ailleurs, en parlant de communauté, rappelons que votre ministère prend aussi en charge l'enfant et la famille. Alors qu'en est-il? Quel est l'état des lieux de la protection de l'enfant et de la famille ici en RDC? Oui, la protection de l'enfant, par exemple, nous avons déjà des textes. Dans notre pays, nous avons par exemple une loi spécifique qui porte la protection de l'enfant. Au-delà du fait qu'il y a aussi des textes internationaux que nous avons ratifiés. Et il faut dire que pendant le temps que je suis ici, j'ai même au niveau du continent fait avancer un dossier puisque nous avons la Charte africaine des droits et des biens de l'enfant qui jusque-là a été ratifiée par notre pays, mais nous n'avions pas déposé les instruments à l'Union africaine. Ça a été fait parce que là, ça nous donne aussi des opportunités au niveau du continent en ce qui concerne les droits de l'enfant. Je pense que nous avons les textes, mais nous travaillons aussi pour l'application, puisque comme on l'a dit, on avait tous ces défis, mais l'élan a été ralenti. Mais au moins du point de vue texte, nous avons, et c'est la même chose avec la famille, la protection de la famille. Vous savez qu'il y a un service au sein du ministère qui est en charge spécifiquement la question de famille. Et donc, encore une fois, l'obstacle dans ce qui concerne, ce qui devait aller dans le sens de la sensibilisation, mobiliser les familles pour protéger les enfants, parce que vous savez, tout ce que la société a, le plus, c'est ce que nous recevons de la famille. Ce travail a été fait, mais pas au rythme voulu du fait de cet obstacle. Mais je pense que nous allons continuer à y travailler parce que ça fait partie des missions du ministère. Excellence, vous faites de la promotion de la femme, également la protection de l'enfant ainsi que la stabilité des familles. Alors, quelle a été votre approche durant cette période de crise sanitaire liée à la COVID-19? Durant la crise, d'abord, nous avons été au four au moulin, puisque dans un premier temps, il fallait sensibiliser. Il fallait que les gens aient le message que le monde et les pays étaient confrontés à cette pandémie. Ça nous est arrivé comme ça et nous avons considéré que c'était de la responsabilité du ministère. Et donc, j'ai été dans les médias, j'ai été dans des contacts de proximité, en tout cas pour ceux qui ont suivi, m'ont vu même dans des marchés pour sensibiliser, parce qu'il fallait que les parents, les enfants, que tout le monde ait d'abord le message que nous devrions nous protéger.
puisque les premiers droits que nous avons, c'est les droits à la vie, alors que lorsque la pandémie est arrivée, ça devait s'aimer la mort. On s'est dit nous devrions nous mobiliser pour informer la communauté, les femmes, les hommes, les enfants, et ça nous avons fait. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés à la sensibilisation. Nous avons fait aussi un pas vers ceux qui avaient vraiment besoin d'un appui concret. C'est comme ça que nous avons fait des descentes dans plusieurs orphelinats de la ville et à travers les pays aussi, même si on n'a pas été physiquement, pour soutenir ces enfants qui étaient dans les besoins, ces gens qui étaient confrontés pour nous, on ne pouvait plus sortir. Donc nous avons fait ce travail-là. En tout cas, ça a été notre cheval de bataille, la sensibilisation à toutes les langues nationales, en langue officielle, mais aussi cet appui auprès des orphelinats. Et qu'avez-vous pu retenir du feedback, c'est-à-dire le retour par rapport à cette sensibilisation? Oui, mais ça a beaucoup aidé, ça nous a permis d'éviter les pires, puisque lorsque nous avons sensibilisé, les gens se sont imprégnés de la dangerosité de la pandémie. Et nous avons contribué à distribuer par exemple les masques aussi pour que ces populations se protègent. Donc je pense que si aujourd'hui on dit qu'il n'y a pas eu hécatombe dans notre pays par rapport à la pandémie, le ministère du Genre a joué son rôle puisque nous avons apporté l'information qui a permis aux familles, aux enfants de se protéger. Et aux femmes, nous disons que les femmes étaient en première ligne. Nous disions aux femmes, c'est vrai, vous deviez continuer à vous battre pour la survie des familles, mais il fallait vous protéger. Parce que vous ne vous protégez pas, vous rentrez avec la maladie à la maison, c'est tout le foyer, c'est un problème. Et nous pensons qu'on a fait notre part à vraiment s'impliquer activement et nous avons pu ainsi contribuer à arrêter la propagation de la pandémie. Le 8 mars de chaque année, le monde célèbre la femme, la Journée internationale de la femme, qui autrement d'ailleurs, c'est d'ailleurs l'appellation que moi je préfère, la Journée des droits des femmes. Tout à fait. Alors, que représente cet événement pour vous, Excellence? Oui, cet événement planétaire a une double signification. D'abord, il faut dire qu'on célèbre la femme, puisque l'humanité a reconnu que sans la femme, il ne pouvait pas aller très loin. Cette femme n'est pas seulement majoritaire en République démocratique du Congo, c'est à travers le monde. Mais il faut dire plus que c'est un moment important où les États font le point sur la situation de la femme, du point de vue des droits, comme nous avons dit. Il faut voir où est-ce que le pays est arrivé par rapport à ce qui concerne le respect des droits des femmes. Donc c'est un moment important d'évaluation, de voir ce qu'on a comme des avancées dans le respect des droits des femmes, dans la recherche de l'égalité homme-femme, mais aussi nous projeter dans l'avenir. Ce que nous avons déjà fait jusque-là, qu'est-ce qu'il faut faire davantage pour mettre les femmes dans des conditions où elles doivent donner leur potentiel pour faire avancer le pays. Donc c'est un moment important, c'est une journée importante où effectivement il y a cet aspect où on célèbre la femme, où l'humanité reconnaît l'importance de la femme, mais plus un moment d'évaluation, il faut le dire, pour savoir qu'il y a ces droits pour lesquels nous disons que les femmes doivent être mises dans leurs droits. Où est-ce que nous en sommes et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça se concrétise davantage? Puisque lorsqu'au bout, ces droits sont totalement respectés et que les femmes sont mises à contribution dans tout ce qui concerne les activités du pays, c'est les pays qui avancent. Oui. Et en RDC, c'est tout un mois, c'est durant le mois de mars qu'il y a plusieurs activités qui sont organisées pour justement mettre en valeur la femme qui a 53% de la population de la RDC. Comment jugez-vous personnellement, Excellence, la façon dont cette journée, d'abord ce mois de mars est célébrée et surtout la journée du 8 mars? Bon, la journée du 8 mars, il faut dire qu'il y a trop de débats sur la journée. C'est vrai, moi je dis parfois à tort, puisqu'il y en a, nous avons dit, il y a cet aspect de reconnaissance où les femmes sont en droit aussi de se réjouir un peu, on ne peut pas lui interdire. Mais il y a cet aspect de réflexion, mais le plus souvent pour décourager un peu la femme. En tout cas, il y a des gens qui refusent de voir cet aspect réflexion qui est d'actualité, puisqu'il faut voir en ce temps ici, c'est vraiment toutes les corporations, les femmes organisent des rencontres pour parler des questions qui les concernent. Mais l'aspect de célébration n'est pas incompatible avec des réflexions. Mais le plus souvent, on a tendance à décourager les femmes parce qu'on dit non, la journée du 8 mars, j'ai vu par exemple la dernière célébration où il n'y a pas des images qui circulent par rapport à ce que les femmes ont fait comme des racontes de sensibilisation ou des réflexions. Mais plus, parfois, moi je dis c'est des Photoshop. Vous allez voir où on met 2, 3 femmes avec une table qui a 80 ou 100 bouteilles, mais ce n'est pas possible. Donc ça, c'est pour dire que c'est dire aux femmes qu'il ne faut pas qu'elles se culpabilisent. C'est un moment où effectivement elles doivent se mettre en valeur, se réjouir, parce que c'est une reconnaissance. Mais plus c'est un moment aussi de se dire qu'est-ce qui a déjà été fait jusque-là, qu'est-ce que nous devons faire pour que ces droits soient davantage reconnus,
ce qui est de notre responsabilité, mais aussi ce qui concerne les pouvoirs publics. Donc ça a une double signification, c'est un moment important et c'est tout un mois, je dirais que ça doit être toute l'année, même si on n'en parle pas de manière officielle, puisque la question de la présence de la femme aux côtés de l'homme, c'est une question existentielle et on ne peut pas s'en dérober. Et dans les gouvernements précédents, il y a des pannes qui avaient été imprimées et actuellement vous avez jugé pas du tout important que cela soit fait. Pensez-vous que le message serait encore passé beaucoup plus à travers les pagnes imprimées? Oui, les messages passent, puisque les pagnes, nous avons aujourd'hui les pagnes, on l'imprime ou on les porte le 8 mars, pas seulement pour porter, on l'utilise comme support de message. Et donc, ça dépend aussi du thème qui est exploité par rapport à une année. Comme cette année ici, nous avons un thème qui parle du leadership féminin pour un futur égalitaire et numérique dans le contexte de la COVID-19. Par rapport au message de la Covid, je pense que ça fait plus d'une année que c'est tout le monde, même si vous posez aujourd'hui la question à un petit enfant, qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger contre le coronavirus? Il vous dira qu'il faut vous laver les mains, il faut porter les masques, il faut garder la distanciation, il faut éviter les attroupements. Donc tout ça c'est connu. Donc nous avons estimé que même s'il n'y a pas un pagne qui est utilisé comme support pour ces messages, le message est connu. Et le leadership féminin, effectivement, c'est notre combat de tous les jours. Même l'article 14, lorsqu'on parle de l'égalité, de la parité, c'est effectivement le leadership de la femme qui doit être mis à contribution pour faire avancer les pays. Mais aussi, il ne faut pas oublier, en responsable, vous savez que la pandémie a eu des conséquences économiques énormes. Les pays font face à des défis, on s'est dit qu'on pouvait peut-être privilégier autre chose que d'imprimer l'épargne. Donc, ce n'est pas un problème. L'épargne, on l'imprime par rapport au message, par rapport au thème, mais aussi compte tenu des autres contraintes qui peuvent être prioritaires par rapport à l'impression d'épargne. Et il ne faut pas que les femmes se culpabilisent. Ce n'est pas incompatible. Excellence, au-delà de cette célébration, plusieurs personnes se plaignent du fait que l'on passe d'un thème à un autre sans pour autant évaluer le précédent. Que dire par rapport à cela? Non, l'évaluation c'est fait. Peut-être qu'on ne fait pas trop de publicité autour de ça, puisque chaque fois qu'on commence l'année et qu'on doit avoir notre thème, il faut évaluer qu'est-ce qui a été fait par rapport à ça. Ça c'est fait. Mais peut-être ce qu'il faudra faire à l'avenir, il faudra aussi rendre public les résultats de cette évaluation du travail qui a été fait pendant l'année. Puisque comme maintenant, il y a par exemple ce thème, nous allons y travailler toute l'année. Et à la fin, c'est effectivement aussi un défi. Je crois qu'il faut que nous puissions rendre public l'évaluation pour que les gens sachent qu'est-ce qui a été fait par rapport à ce que nous sommes assignés comme objectif lorsqu'on a célébré la Journée internationale des droits des femmes. Exactement. Tout à fait. Et alors, comment se présente le calendrier pour ce mois de mars 2021? Le calendrier, dans ce contexte de la pandémie qui n'est pas encore totalement éradiqué, c'est plus la sensibilisation. Ça a dévolé effectivement le leadership féminin. Nous allons continuer à véhiculer ces messages pour d'abord dire aux femmes de ne pas baisser les bras. C'est vrai, la pandémie est là, mais ce n'est pas une raison pour baisser la garde. Nous devons continuer de travailler dans le sens de réaffirmer ou de consolider ce leadership qui aujourd'hui est vraiment quelque chose de réel. Mais aussi par rapport à la pandémie, il faudrait qu'aujourd'hui nous continuions à sensibiliser pour que demain nous puissions éradiquer cette pandémie et que la vie redevienne à la normale. Mais il y a un aspect important que nous avons ajouté, le numérique. Nous nous sommes rendus compte que n'était le numérique pendant cette pandémie, le monde et les pays seraient à l'arrêt. Et aujourd'hui, c'est un défi. Nous appelons donc les femmes aussi à intégrer l'aspect du digital. Puisque n'était le numérique, on ne serait pas. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on dit dans la deuxième partie du thème que nous allons exploiter jusqu'à la fin de l'année. Continuer à encourager les femmes au même moment que nous sensibilisons pour que la pandémie s'arrête. Mais il faudrait que les femmes s'imprègnent du numérique puisque ça va nous préparer à l'avenir pour faire face à des situations comme ça où vous vous trouvez dans des conditions où peut-être vous ne pouvez pas avoir de rencontres physiques. Il y en a qui font par exemple les affaires. Vous allez vous rappeler, j'ai lancé une plateforme ici qui est au niveau de l'Afrique et les 50 millions de femmes ont la parole. C'est permettre aux femmes qui font des affaires en état sur place, mais lorsque vous avez la maîtrise numérique, vous pouvez continuer à travailler normalement. Donc nous allons continuer à travailler, sensibiliser par rapport au contenu de ces thèmes et travailler pour qu'à la fin nous fassions une évaluation et qu'on se rende compte qu'il y a effectivement des avancées. Et cette femme congolaise est-elle capable de s'imprégner dans le numérique ?
Elle est capable. On ne demande pas à toutes les femmes d'atteindre les niveaux extraordinaires. En tout cas, chaque femme, au niveau, elle peut arriver. Au moins, aujourd'hui, nous disons que lorsque vous avez votre téléphone, il ne faut pas vous contacter rien que des appels et de répondre. Donc, il y a autre chose que vous pouvez faire. Et c'est là, c'est pas toutes les femmes qui vont être au même niveau, mais pour ceux qui peuvent, elles peuvent exceller pour que demain nous puissions évaluer et voir que les femmes avancent aussi du point de vue des numériques. C'est vraiment un enjeu de taille et les femmes ne doivent pas rester indifférentes. Et dans tous les cas, par rapport au thème national de cette journée du mois de mars, qui est bien sûr un mois dédié à la femme, le leadership d'excellence pour une société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19, quel est le message clé que l'on peut retenir par rapport à cela? Les messages clés à retenir, c'est dire aux femmes, nous disons que la communauté ne peut pas avancer lorsque nous restons en dehors de ce qui se fait. Or, aujourd'hui, les femmes ont déjà fait preuve de capacités dans beaucoup de secteurs. Nous devons continuer dans cet élan. Les femmes doivent vraiment prendre les leads et doivent conduire les autres pour celles qui ont déjà émergé, pour que nous puissions davantage consolider la présence des femmes dans tous les secteurs de la vie nationale. Mais il s'avère que nous allons faire cette démarche dans un contexte de pandémie qui appelle à des obligations telles que nous l'avons dit tout à l'heure, que la femme puisse aussi s'intégrer dans le monde du numérique. Et c'est pour que demain, elle ne soit pas à l'écart de ce qui va se passer. C'est pour que la situation de la pandémie ne creuse pas davantage les inégalités. Donc la femme reste consciente de sa place dans la société, travailler pour consolider cette place, mais en même temps s'adapter à la réalité du moment qui est caractérisée par la présence de cette pandémie qui a donné un nouveau mode de vie et la femme doit être vraiment au pas pour ne pas rester en retard. Et vous n'êtes pas sans savoir que durant le confinement, il y a eu une hausse de violences, notamment conjugales. Les femmes se sont plaintes. Est-ce que vous avez pu étudier un peu la chose et trouver les solutions? Les études sont en cours puisque nos équipes, d'ailleurs avec les partenaires, il y a vraiment un travail qui a été fait là-dessus. Nous aurons même des statistiques très prochainement puisque ça c'est évident lorsque nous parlons des avantages de cette situation. Il y a eu effectivement la montée de ces violences domestiques dont nous avons parlé tout à l'heure. Et ça interpelle la communauté, nous avons interpellé et nous continuons à en parler. Ça a été une situation de contexte qui est arrivée, qui s'est imposée à la communauté. Donc les femmes n'avaient pas à payer les lourds tribus, mais bien c'est arrivé. Nous y travaillons, il y a des statistiques, mais déjà dans cette stratégie dont nous avons parlé, il y a aussi des actions qui sont planifiées par rapport à ces violences domestiques qui font partie des violences faites aux femmes. Excellence aussi, il faut revenir un peu sur votre personne, votre parcours. Rappelons que vous faites très active dans la société civile, bien qu'aujourd'hui politique. Cela ne vous manque pas un tout petit peu? Ça ne me manque pas. Au contraire, je me dis que le passage à la société civile était important puisque c'était une école. C'était une école où ça nous a appris effectivement comment défendre les droits des autres, des sans-voix. Et c'est ce que nous avons transposé à Pau. C'est ce que nous avons fait depuis tout ce temps. Nous sommes parmi ces femmes qui ont donné de la voix, qui se sont investies pour que ce pays puisse avoir un accord global et inclusif qui nous a amené à la transition. Et après, on est passé d'étape en étape. Donc, ça a été un monde où j'étais formée et jusqu'aujourd'hui, je crois que c'est des atouts qui nous servent. Et puisque nous sommes un peu syndicalistes à tout, là où nous sommes, nous savons vraiment revendiquer pour même ceux qui ne peuvent pas arriver là où se prennent la décision, nous le faisons. Et grâce aussi à ce passage à la société civile. Béatrice Loméa, femme de terrain, quel sens donnez-vous au militantisme? Bon, le militantisme est perçu dans le sens de respect d'un engagement qu'on prend. Je pense que ça vaut la peine. Lorsqu'on croit à quelque chose et on milite pour ça, il faut s'engager jusqu'au bout. Je pense que c'est important et c'est une valeur parce que sans cet engagement, aujourd'hui, vous pouvez voir, parfois, il y a, par exemple, pour ne prendre que l'exemple des femmes, elle s'engage aujourd'hui en politique, mais puisqu'elle est devant des obstacles, à peine elle abandonne. C'est comme ça qu'au fil des années, vous voyez celles qui émergent, après elles disparaissent. Donc, le militantisme est perçu comme engagement de mener une conviction jusqu'au bout. Je pense que c'est quelque chose de bien, c'est une valeur. Oui. Aujourd'hui, beaucoup de femmes s'engagent en politique, vous l'aviez dit, mais aussi les jeunes femmes, avec une présence très remarquée, notamment à l'Assemblée nationale. Il y a des femmes, des jeunes femmes qui osent. D'après vous, n'est-ce pas un engagement précoce? Non, ce n'est pas précoce, ce n'est pas un engagement précoce à partir du moment où vous êtes déjà majeur. Et à ce qui concerne, par exemple, ceux qui siègent au Parlement et que vous êtes dans les critères qui vous permettent d'être éligible, je pense que ce n'est pas précoce.
Au contraire, c'est vraiment encouragé puisqu'il faut aussi dire que la relève doit être assurée. Plus les aînés avancent, il faut qu'il y ait des jeunes femmes qui apprennent, qui sont sur les sentiers. Cet engagement politique qui est parfois un monde avec beaucoup de défis, je pense que ce n'est pas précoce, c'est plutôt des choses à encourager. Et même il faut encourager les jeunes filles à s'engager un peu plus tôt, parce que là, ça vous forge aussi, ça vous rend résistance. Quels que soient les obstacles que vous pouvez rencontrer, vous allez foncer, continuer et en même temps attirer les autres. Je pense que c'est une bonne chose. Et que dire le rendement de ces engagements-là? Le rendement est là, mais ça, parfois je dis qu'on est très sévère à l'endroit des femmes. Parce que pour ne prendre que l'exemple du Parlement, vous savez, le plus souvent on reproche aux femmes, on dit les femmes ne prennent pas trop la parole. Mais je me dis, moi j'ai été députée pendant des législatives. En réalité, les députés, ceux qui parlent, c'est presque 10% de l'ensemble des élus. Mais il faut se dire que 10% des femmes, c'est presque 50 femmes sur 500. Donc s'il y a déjà 10, 15 femmes qui prennent la parole, c'est déjà quelque chose, mais on ne voit pas ça. Et on est très sévère à l'endroit des femmes. Je pense que c'est aussi une façon de chercher à les décourager. Je crois qu'il n'y a pas lieu de se décourager. Les femmes qui sont là font du bon travail. Il faut qu'ils continuent. Et puis, pour ne prendre que l'exemple du Parlement, il faut se dire que les gens voient plus ce qui se fait en plénière, alors que les femmes sont parfois aussi très efficaces dans des commissions de travail qui préparent effectivement ce qui se fait, ce qui est adopté en plénière. Oui. Excellence, nous allons parler actualité avant de mettre un terme à l'émission de ce soir, avec notamment l'inauguration par le chef de l'État de la MUFA, la mutuelle financière des femmes africaines. Qui en seront les bénéficiaires? Ce sont les femmes, on dit bien la mutuelle des femmes, ce sont les femmes. Et je pense que ça, c'est une initiative qui vient effectivement encourager l'autonomisation économique et financière de la femme. Il faudrait qu'il y ait des structures comme ça qui s'occupent effectivement de l'émergence économique des femmes. Et ce sont les femmes, c'est vrai qu'il y aura des critères, puisqu'il faut aussi qu'on s'assure que les femmes qui sont bénéficiaires, il faut avancer la cause. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui les femmes qui viennent, qui ont les crédits, soient dans l'impossibilité de rembourser et bloquer ici la continuité de l'opération. Je pense que c'est pour les femmes, c'est pour effectivement faire en sorte que lorsque les femmes ont des initiatives, qu'elles savent où trouver de l'argent pour les rendre plus concrètes, mais en même temps faire agrandir cette initiative pour amener plus de femmes. Et lorsqu'on a plus de femmes qui sont fortes économiquement, c'est les pays qui en tirent profit et les familles sont plus à l'aise. Les femmes, pas que congolaises, mais aussi africaines. Oui, c'est en termes du continent, bien sûr. Mais il faut d'abord que ça s'affirme ici chez nous. Mais comment se présente-t-elle, cette mutuelle? Bon, c'est vrai que nous allons avoir les textes de la mutuelle d'ici là, parce qu'on n'a pas tous les détails. Mais je pense que tous les détails seront donnés pour qu'on sache qu'est-ce qu'il faut ou quels seront les critères pour bénéficier de tel ou tel critère. Tout ça, ça sera clarifié. Oui. Un dernier mot en guise de conclusion. Avez-vous un message à lancer à l'endroit de toutes les personnes qui nous suivent à l'instant? En guise de conclusion, je voudrais donner un message particulier aux femmes. Dire que lorsque nous disons que la femme doit être impliquée dans tout ce qui se passe dans les pays, d'abord les femmes doivent être convaincues de ça, savoir qu'il n'y a rien qui peut réussir en restant en dehors de ce qui se passe au pays. Nous devons être convaincus. Et cette conviction va faire en sorte que lorsqu'on s'engage dans quelque chose, même s'il y a des obstacles, il ne faut pas abandonner. C'est ce que nous venons de parler tout à l'heure, c'est qu'on sait la politique, mais c'est valable pour celles qui s'engagent dans l'économie. Il y a plusieurs secteurs d'activité. Donc l'engagement de la femme doit être de mise pour faire avancer sa cause, pour faire aboutir l'égalité hommes et femmes. Mais en même temps, aux hommes aussi, nous lançons ce message pour dire l'expérience a démontré qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avancement à laisser la femme de côté. Il faudrait que les hommes acceptent d'accompagner les femmes. Il faudrait que les hommes, avec qui nous partageons la vie de la nation, par exemple, ce qui concerne l'application de tout ce que nous avons adopté comme texte, il faut que les hommes puissent s'impliquer. Vous allez voir, lorsqu'on arrive à des moments où il faut par exemple former le gouvernement, les hommes qui sont pour la plupart des chefs de partis politiques, mais on demande à envoyer 3 noms par poste. Et les hommes, ils n'envoient que les hommes alors qu'ils ont des femmes qui font marcher ces partis politiques. Ce n'est pas correct. C'est une interpellation aux hommes pour dire que oui, le pays ne peut pas avancer en laissant les femmes de côté, puisqu'elles ont des atouts. Et chaque fois qu'elles ont des responsabilités, elles démontrent de quoi elles sont capables, puisque lorsqu'elles viennent dans la gestion, c'est avec la tête et avec les cœurs. Donc nous devons nous soutenir pour faire avancer les pays et changer le paradigme qui a fait que longtemps on dise que par exemple ce qui concerne notre pays, c'est un pays qui a autant de richesses mais la population croupit dans la pauvreté. Il faut vraiment qu'on se soude et qu'il y ait plus de femmes dans la gestion à tous les niveaux et je pense que demain les résultats seront meilleurs et ce sera les hommes, les femmes et les enfants qui vont en tirer profit.
Merci beaucoup, Excellence. C'est à moi de vous remercier. Mesdames, Messieurs, nous allons, avant de mettre un terme à l'émission de ce soir, vous proposer la rubrique Clin d'œil. Regardez. Voici pour vous l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Envers et contre tout, crise Covid y compris, les militantes féministes ont été au rendez-vous du 8 mars cette année encore. 37 organisations et associations ont appelé à la grève féministe ainsi qu'à manifester à Paris et en province, dans le respect des gestes barrières bien sûr, et surtout avec, en tête de cortège, ces premières décorvées, car malgré les masques, les oubliés de la crise sanitaire donnent de la voix. Et cette année, il s'agit plus que jamais de défendre les droits des femmes largement mises à mal par la pandémie, car ce sont elles, les femmes, qui se retrouvent en première ligne, qu'elles soient infirmières, aides à domicile, sans-abri, victimes de violences conjugales, elles sont les premières décorvées. Et c'est sous la forme d'un appel à la grève féministe qu'elles entendent porter leurs revendications. Des centaines de femmes ont manifesté lundi 8 mars 2021 dernier à Alger en réclamant l'abrogation du Code de la famille dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, mais aussi dans la continuité du mouvement pro-démocratie du Irak en plein regain. Elles ont brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Abrogation du Code de la famille » Égalité homme-femme, adoptée en 1984 sous le règne du parti unique et révisé en 2005, le Code de la famille algérien s'inspire en partie de la charia. De nombreuses associations de défense des droits des femmes le considèrent comme anticonstitutionnel au motif qu'il ne respecte pas l'égalité des citoyens énoncée dans la constitution algérienne. Ancienne médaillée olympique, Seiko Hashimoto, 56 ans, est l'une des rares japonaises à avoir occupé un poste au gouvernement. Si elle vient de quitter son ministère, et c'est pour assumer la direction du comité d'organisation des Jeux olympiques de Tokyo, dont l'ancien président Yoshiro Mori a dû démissionner pour ses propos sexistes. À son nouveau poste, Seiko Hashimoto promet de porter le taux des femmes au sein du Conseil exécutif de Tokyo 2020 à 40%, alors qu'il est actuellement de 20%. Soucieuse de rallier à son engagement féministe, elle appelle aussi les volontaires des Jeux et les coureurs du relais de la flamme olympique qui avaient jeté l'éponge après l'affaire de Mori à revenir sur leurs décisions. Ce sera tout pour l'actualité de la condition des femmes dans le monde. Parole des femmes, c'est terminé pour ce soir. Tout le plaisir a été pour nous de vous l'avoir proposé, présenté. Et ce sera avec le même et le réel plaisir que nous vous retrouverons la semaine prochaine.